Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui, pour le coup, est vraiment particulière sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une interview. C'est la première interview que je réalise, ce n'est pas la première vidéo que je réalise dans le domaine de la psychologie puisque vous le savez, c'est vraiment mon domaine de prédilection sur cette chaîne. Ce n'est pas la dernière vidéo de psychologie que vous allez voir non plus. Mais donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un exercice qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que d'habitude, je vous parle de moi, de mes expériences, et ici, c'est quelqu'un d'autre qui va parler, et moi, je vais lui servir justement à pouvoir un petit peu expliquer son parcours. Il s'agit d'Erwan. Erwan est psychologue. Il a vécu une expérience un petit peu particulière en tant que psychologue puisqu'il a travaillé au sein de la jungle de Calais, donc c'est-à-dire avec des migrants. Et il se fait qu'en ayant discuté avec lui, je me suis rendu compte que c'était un sujet que je trouve absolument passionnant, qu'on n'en parle pas assez ou du moins qu'on ne donne pas forcément les points de vue les plus intéressants. Et ici, il s'agit de quelqu'un qui a travaillé pour des ONG sur le terrain et qui donc a une vision totalement différente de ce que moi j'ai pu voir sur le sujet. Et le fait qu'il puisse aujourd'hui vous le partager et que je puisse le mettre sur ma chaîne et le rendre accessible au plus grand nombre, eh ben, c'est ce que je trouvais vraiment très intéressant. Donc je vais vous laisser avec l'interview, puis ben, je vous retrouve à la toute fin pour la conclusion. Bon visionnage. Bon ben écoute, bonjour Erwan. Bonjour CJ. Je te remercie déjà d'avoir accepté cette interview sur ma chaîne YouTube. Pas de soucis. C'est très sympa à toi. Ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots ce que tu fais, ce que tu as fait, un petit peu ton parcours personnel et professionnel pour nous expliquer un petit peu où tu en es aujourd'hui. Bon, du coup, heureusement qu'on a du temps. Donc, je m'appelle Erwan, je suis psychologue clinicien depuis maintenant 6 ans. Donc, je suis spécialisé en criminologie et en victimologie. Ça a été 2 casquettes dans mon parcours entre la psycho et la crimino que j'ai toujours voulu marier en fait dès le départ, qui m'ont amené en fait à avoir un boulot que je considère autant comme un boulot que comme une passion. Ce qui est très particulier, c'est que donc déjà le cursus de psychologie est un cursus où il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de versants sur la psychologie, même si le grand public effectivement ne le sait pas forcément. Tu vas avoir de l'étude de la psychologie des foules, de l'étude de la psychologie individuelle, l'étude de la psychologie du développement à travers les différents âges de la vie, l'étude de tout ce qui est capacité cognitive. Et voilà, c'est pour ça qu'on utilise le terme de psychologue clinicien, parce que c'est une spécialisation bien particulière qui est la psychologie de l'individu. Au niveau de la criminologie, alors c'est que donc j'ai fait un master spécialisé. Ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a pas de titre de criminologue en France, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays. Ah oui, en Belgique ça existe, oui. C'est pour ça que je suis surprise. Oui. D'accord. Et en fait, en Belgique, c'est un cursus qui regroupe des choses beaucoup plus larges que la psychologie. Oui, donc il y a de la psychologie criminelle, il y a de l'anthropologie criminelle, il y a de la sociologie, il y a de la médecine légale, il y a du droit pénal. Tout à fait. Et en fait, c'est un cursus au final assez complet dans toutes ses composantes. Je ne peux pas dire par exemple que je sois criminologue parce que j'ai eu des apports de ces différentes disciplines, mais à un niveau qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Et je me suis beaucoup plus particulièrement spécialisé en psychologie. Le but de ces formations, c'était de pouvoir s'axer sur tout ce qui est intervention auprès de populations vulnérables, que ce soit dans différents types d'institutions, donc ça peut être en psychiatrie, au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau de tout ce qui est protection de l'enfance. En fait, il y avait une palette assez large et en fait un assez gros nombre de thématiques derrière. Très tôt, en fait, je me suis dit qu'il y avait une telle variété humaine, même que je trouvais que les modèles de compréhension étaient intéressants, mais potentiellement aussi assez étriqués sur certains aspects. Voilà, j'ai toujours été passionné par le fait d'essayer de comprendre la diversité des gens, et je trouve que c'est quelque chose qui nourrit. En tant que psychologue, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as eu comme expérience justement professionnelle? Moi j'ai fait 7 années d'études supérieures, donc j'ai eu un bac plus 5 ans, 7 ans. Donc il y a eu plusieurs mois où je me suis cherché un premier travail. Oui.
Ce qui m'a amené du coup déjà à partir dans le nord. Donc mon tout premier boulot était à Valenciennes et je faisais de la protection de l'enfance en fait. J'avais une double casquette, je travaillais dans 2 foyers auprès de mineurs qui étaient placés parce qu'ils étaient en danger au niveau familial. J'avais un centre éducatif où là c'était plus spécifiquement des mineurs délinquants. Au niveau de la protection de l'enfance, tu as un texte fondateur et que je trouve extrêmement intéressant là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de 45. Le but c'est vraiment de considérer que le mineur est un individu en devenir et que l'intérêt c'est de l'amener progressivement à devenir en fait un citoyen à part entière. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi et en fait je me suis retrouvé au terme de cette première expérience de travail à devoir décider de ce que je ferais après. Je me suis retrouvé dans le nord de la France sans emploi, ma compagne m'avait rejoint dans le nord de la France à ce moment-là. Ça faisait un moment en fait, déjà pendant mes études et aussi un peu avant, j'ai toujours eu envie un peu de voir du pays, comme je te disais, de rencontrer d'autres choses. Je me suis retrouvé en fait à contacter certaines ONG et du coup à me proposer en tant que psychologue bénévole pour intervenir sur la jungle de Calais avant qu'elle soit démantelée, le camp de Grande-Synthe, avant qu'il ait brûlé. Donc c'était vraiment une envie de ta part, ça c'est pas... Oui. Je veux dire, ça t'est pas tombé comme ça, tu t'es dit que c'était un projet qui t'intéressait. Il y avait le fait que ce projet m'intéressait, il y avait le fait qu'on était dans une période historique particulière où, enfin voilà, le nord de la France, la problématique migratoire, ça fait une vingtaine d'années qu'il y est confronté. Je sais pas toi, mais voilà, je me suis dit que l'histoire se fait à côté de chez moi aussi. Tu as envie d'y prendre part d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail d'un psy dans ce cadre-là ? Faut déjà, avant même de parler de ça, expliquer un petit peu le fonctionnement de ces camps. C'est que donc il y avait effectivement les interventions d'ONG sur ces différents camps, mais il y avait aussi un minimum d'intervention de l'État et il y avait un minimum d'intervention des services de l'État. Il y avait peut-être 2 ou 3 psychologues, je crois, qui travaillaient au niveau de la jungle de Calais et plus spécifiquement au niveau de certaines zones de la jungle qui travaillaient en lien en fait avec le secteur de psychiatrie du coin. Donc en tout cas, avant même de contacter les ONG, j'avais postulé pour un poste de psy en fait avec traducteur au niveau de Calais et de Dunkerque et où le but du jeu c'était de faire de la prise en charge psy en lien avec ce qu'on appelle l'EPSM de Bailleul. Donc Bailleul, la ville qui chapeautait ça, et l'EPSM c'est l'établissement public de santé mentale. Donc j'ai pas été retenu sur le poste, ils avaient préféré effectivement quelqu'un qui avait déjà l'expérience de la jungle. J'ai été contacté les ONG par derrière et donc je me suis retrouvé à intervenir notamment pour Médecins du Monde. J'ai étoffé par la suite en faisant et Médecins du Monde et la Croix-Rouge. Le fond était à peu près le même. En fait, on gérait des points fixes sur les zones. Calais, c'était une tente en fait, installée en bordure en fait, du campement, dans laquelle on avait un certain nombre de matériel. Le reste du matériel était dans un container qui était à côté. Et à Grande-Synthe, on avait un préfabriqué qui avait été donné, je crois, par la Croix-Rouge, qu'on se partageait à 3 ONG en fait. On avait des jours de présence et on c'est intervenait sommaire comme installation, quoi. De l'installation sommaire, tout à fait. C'était quoi l'objectif? C'était dans un premier temps qu'en fait toute personne migrante qui se retrouvait dans le coin puisse déjà avoir un endroit où elle puisse se poser, avoir quelque chose de chaud à boire. Au besoin, s'ils avaient envie de parler avec des professionnels de santé mentale, c'était possible. On a rarement eu beaucoup de traducteurs et on n'a jamais eu de traducteurs pour toutes les langues, d'autant plus au niveau de la jungle où il y avait quand même beaucoup de nationalités. Donc ça parlait beaucoup en anglais. Ok, c'est ce que j'allais te demander, ils se débrouillent en anglais? Ça dépendait. Ouais. Il y en a, je dirais que la quasi-totalité on en a pris des briefs sur la route. Proposer des temps d'échange, proposer un endroit sécure et proposer un certain nombre d'activités qui puissent leur permettre déjà de se rencontrer entre eux, de créer du lien, parce qu'on n'imagine pas, mais la migration c'est un processus dans lequel vous êtes très seul. Vous ne pouvez pas forcément faire énormément confiance aux autres et en fait le fait de se retrouver à un assez grand nombre, parce que la jungle de Calais, au moment du démantèlement, c'est comme pour les manifestations, tu as toujours les comptages police et les comptages syndicats, mais voilà, au niveau des ONG, on savait qu'il y avait plus de 5000 personnes sur la jungle de Calais au moment du démantèlement. Okay. Voilà, il y avait beaucoup de monde, pas forcément beaucoup de liens entre les personnes, même au sein des communautés de même nationalité. Oui, il y a quoi comme nationalité? Beaucoup de nationalités différentes. Au niveau de Calais, il y avait des Soudanais, il y avait des Afghans, il y avait des Érythréens, quelques Pakistanais, quelques Vietnamiens. C'est aussi ce qui est impressionnant, vous voyez qu'il y avait vraiment des gens qui
venaient de beaucoup d'endroits différents. À la différence par exemple de Grande-Sainte où là par contre il y avait une majorité écrasante d'Iraniens et de Kurdes irakiens. Il y avait quelques Vietnamiens à Grande-Sainte, mais voilà, c'était globalement les deux plus grosses nationalités. Sachant en plus que voilà, il y a des problématiques derrière, parce que vous êtes dans un milieu avec pas mal de personnes en souffrance, des problématiques psychiatriques, des problématiques d'addiction qui sont développées sur la route ou avant, la criminalité organisée. Donc il y avait la mafia albanaise à proximité, il y avait des groupes de passeurs. Il y a du trafic d'humains, des choses voilà. comme ça. Et il y a aussi tout le versant de la population locale qui n'était pas forcément pour la présence de migrants sur son sol. Ça se manifestait comment? Il y a des gens qui venaient carrément vous voir et vous dire qu'il était hors de question que ces gens soient là ou Alors au niveau de Médecins du Monde, quand je suis arrivé, c'était septembre 2016. Nos locaux à Calais étaient anonymisés. Les véhicules qu'on utilisait pour aller sur le site étaient anonymisés aussi. Il n'y avait pas les logos dessus. Les locaux avaient été anonymisés parce qu'il y avait eu des tirs de fusils de chasse depuis la rue. Ok, on est à ce point-là. Wow. Oui. Je m'attendais à du vandalisme, mais je ne m'attendais pas à ça. Il y a l'un de nos véhicules de service qui a été brûlé aussi pendant la période où j'étais sur les camps. Donc il était assez habituel en fait après la fin de la journée d'intervention. Qu'on se retrouve dans un bar pour débriefer ou pour avoir du temps entre volontaires et pour pouvoir échanger. Et voilà, c'est déjà arrivé une ou deux fois que si tu faisais l'oubli de garder ta jaquette estampillée Médecins du Monde, il y a des locaux qui vous prennent à partie. Ouais. Est-ce que tu t'es senti toi parfois en danger? Jamais par rapport à la population locale, okay. ni par rapport à notre population de travail. En fait, le cadre était dangereux et il y avait des règles de sécurité qui étaient extrêmement strictes, mais ça encourageait à la vigilance. Voilà, il y a eu à plusieurs moments des situations où c'était anxiogène et potentiellement stressant, mais en danger directement, non jamais. Il faut aussi comprendre que on est sur des territoires où cette problématique elle est ancrée, comme je disais, depuis un certain temps. Ça fait un moment qu'il y a ce genre de problématique dans le nord de la France. Ça fait un moment que l'intervention de l'État, je pense qu'on peut le dire, est clairement sous-évaluée, que en fait même les responsables politiques locaux sont beaucoup laissés à eux-mêmes. La préfecture du Nord dira le contraire, mais il y avait beaucoup de laisser-aller et en fait on a beaucoup laissé le terrain se débrouiller sur pas mal d'aspects. Pas pour rien qu'il y avait des ONG. Hein. Le but d'une ONG, la plupart du temps, c'est de pallier à ce que l'État devrait faire mais ne fait pas. Ouais, c'est évident. Et moi, il y a quelque chose que j'avais retenu et je pense que c'est intéressant parce que c'est pas ce que j'aurais cru et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas. En fait, dans les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont éduqués, en fait, qui sont diplômés et qui... C'est vrai que c'est un stéréotype qu'on a assez souvent, que en fait c'est des gens avec un assez faible niveau d'études qui viennent prendre, on va dire, les boulots dont personne ne veut. Oui, c'est ça. Ou profiter du système. Oui, mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, mais ça c'est pareil, il y a un niveau d'information du grand public sur le sujet que je trouve très parcellaire de la part des médias. C'est que les problématiques migratoires, elles se mesurent en fonction de vos capacités économiques au départ. C'est-à-dire qu'une grande majorité des migrants va rester à proximité de leur pays. Primo parce que ils n'ont pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Secondo, parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Ce qui est évalué, je crois, pour l'Afrique, c'est que là où il y a à peu près 8 millions de déplacés en interne au niveau de l'Afrique, pour encourager ton auditoire à aller vérifier mes chiffres, on est sur une proportion de 1 personne arrive en Europe pour 8 qui restent à proximité de son pays. Au niveau de Calais et Grande-Sainte, c'était en moyenne un niveau d'études autour du bac plus 2. Quoi. On était sur des gens... qui avait quand même un minimum de capacité professionnelle au départ et un minimum de capacité éducative. Il y avait des variations en fonction des populations parce que par exemple la plupart des Iraniens avaient fait de très hautes études. J'ai même rencontré un psychologue à Grande-Sainte. C'est une histoire assez intéressante parce que quand on nous a dit ça, on était dans une période de travail où on se disait que de toute façon le but du jeu c'était de travailler avec les personnes du camp
et de travailler aussi à ce qu'elle-même soit en proposition et qu'il y ait vraiment quelque chose qui monte du camp lui-même. Et donc c'est quelqu'un avec qui j'avais discuté sur le sujet et il m'avait regardé avec de grands yeux en me disant mais je suis plus psychologue aujourd'hui, je suis réfugié. La terminologie est intéressante. Vu les conditions et vu le peu de soutien que vous aviez, est-ce que tu as le sentiment finalement que votre travail sur place servait malgré tout à quelque chose ou... C'est une question qui est très compliquée. Tu as deux regards pour moi sur la finalité de notre travail. Toi, tu te dis que la finalité, c'était en fait qu'à terme, il y ait plus personne qui nécessite ce type d'intervention. Ces cas-là, de ce point de vue-là, oui, clairement, notre intervention était insuffisante. Soit tu pars du principe que c'était de manière momentanée et épisodique pour les personnes qui en avaient besoin à ce moment-là, d'apporter un plus et de leur permettre de continuer. De ce point de vue-là, je pense qu'on a fait le job. Je pense que même il est toujours fait aujourd'hui, parce que c'est une situation, même si on n'en parle pas beaucoup, qui continue toujours aujourd'hui, de manière bien plus catastrophique d'ailleurs, où il y a toujours des équipes qui sont sur le terrain au quotidien pour aller aider ces populations-là. Le seul problème du travail en ONG, c'est ça, c'est que c'est des interventions qui ne devraient pas être nécessaires à la base, qu'ils deviennent par la force des choses. Et en fait, pour moi, c'est comme toute forme d'institution, c'est qu'il doit y avoir un minimum de réflexion pour se dire qu'à un moment donné, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être nécessaire. Tu y es resté combien de temps? J'ai commencé en septembre 2016 et j'ai quitté le camp au 1er avril 2017, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, donc j'ai fait 8 mois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu es en humanitaire et que tu interviens sur ce genre de situation, tu interviens toujours sur un certain timing. La plupart des volontaires étaient présents pendant 2 ou 3 mois par exemple. C'était rare en fait que ça aille plus loin, ou alors c'était des gens qui revenaient, etc. Donc le fait que je fasse 8 mois de A à Z, c'était assez peu fréquent. Au bout d'un certain temps, ça commence à peser et ça commence à être compliqué émotionnellement et psychologiquement. J'ai fini par partir parce que, comme tout travailleur humanitaire, à un moment donné, il faut couper. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans la durée et trop longtemps. Primo, la situation est extrêmement compliquée. Secondo, la situation est extrêmement anxiogène. Comme je l'ai dit, tu as des règles de sécurité très carrées et c'est pas pour rien. Tertio, c'est aussi parce que tu croises des situations très compliquées au quotidien. Et quarto, parce que tu cries avec les gens en fait. Et que même plus tu restes longtemps, plus tu es identifié, plus le lien se fait avec les gens. Quand on parle de lien, on parle aussi de lien affectif. Il y a toujours des gens via Facebook dont je suis l'évolution et effectivement qui étaient migrants à ce moment-là. J'ai pas forcément voulu garder de lien sur la durée avec eux, aussi pour une raison simple, c'est que le but c'était de créer du lien, mais ça aurait été très artificiel en fait que je prétende me sentir l'ami de ces gens, parce que c'était un cadre extraordinaire, c'était un cadre qui était complètement inadmissible. Pour moi, l'amitié implique qu'il puisse y avoir de la confiance, et pour qu'il puisse y avoir de la confiance, il faut qu'on soit dans un cadre qui soit sécure déjà au départ, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai travaillé dans un milieu où je savais qu'il y avait des gens que je croisais qui avaient des armes sur eux. Tu travailles avec des gens, alors effectivement, tu croises des femmes, tu croises des enfants, tu croises des hommes, tu croises des vieillards. Tu ne sais pas, par exemple, qui peut être un passeur dans le lot. On a un timing d'intervention, on ne dépasse pas ce timing, on ne le dépasse jamais. C'est-à-dire, on arrivait la plupart du temps, il était 13h30 sur zone, après avoir préparé du coup notre timing d'intervention le matin. On repartait, il était 17h, c'était 17h, c'était pas 17h30. Pour une raison simple, c'est que par exemple en hiver, à 17h, la nuit elle commence à tomber. Si la nuit tombe, il y a moins de lumière. S'il y a moins de lumière, il y a des choses que tu vois moins. Vous voulez vous déplacer dans le camp, vous vous déplacez jamais seul. On travaille avec des populations vulnérables. Des populations vulnérables, ça veut dire que des personnes qui sont à bout, c'est très compliqué. Moi, je sais que de ce que j'ai pu observer, j'aurais légitimement attendu bien pire. Ça tient aussi au fait que vous travaillez dans un endroit qui est aussi une zone avec des luttes d'influence. La jungle de Calais, par exemple, typiquement, il y avait des règlements de compte extrêmement réguliers parce que tous les parkings des autoroutes à proximité sont des zones potentielles pour faire monter des gens dans les camions, pour les faire partir vers l'Angleterre. Bah oui, logique. Donc ça génère de l'argent, donc ça génère de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est pas une expérience que tu regrettes? Non.
pas du tout. Est-ce que Absolument tu as pas. l'impression que ça t'a apporté des choses, même dans ton métier de psy aujourd'hui, parce que tu deviens psy libéral? Ouais. Donc, Ça m'a apporté énormément en fait parce que justement ça m'a remis en question dans ma construction professionnelle, ça m'a remis en question dans ma construction personnelle. On va dire que l'éducation républicaine, quand tu arrives sur la jungle de Calais pour la première fois, elle se prend un sacré coup dans la gueule. T'es jeune psy, t'as été éduqué dans l'idée qu'on est la patrie des droits de l'homme, quoi. La patrie des droits de l'homme, elle se retrouve avec des milliers de personnes qui sont coincées entre un autoroute et la plage dans une situation de dénuement complet. Et puis tu commences à détricoter derrière, à savoir qu'il y a des interventions humanitaires dans des bidonvilles, dans le nord de la France, à apprendre que pour les travailleuses du sexe, c'est pareil, il y a toujours un certain nombre d'interventions dédiées dans plusieurs villes de France. Ouais, il y a des lézardes sur le modèle républicain. La République, c'est surtout un beau tapis sous lequel on accumule pas mal de poussière, et que le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a suffisamment de poussière pour que le tapis puisse cramer. si je ne me trompe pas, il y a un camp qui a brûlé. Oui, en Grande-Synthe, effectivement. Alors, une partie de Calais a brûlé pendant le démantèlement, mais donc c'est Grande-Synthe, effectivement, qui a brûlé dans les jours qui ont suivi mon départ. Ça n'a rien à voir avec mon départ. C'est plus que je suis parti à un moment où la situation dans le camp était devenue complètement explosive et que ça commençait de toute façon ne plus être tenable. On est arrivé petit à petit sur une situation où tout le monde a été complètement débordé et où ça ne pouvait ne devenir qu'explosif. Est-ce que quand tu parles de cette expérience, maintenant tu en parles, je pense qu'il t'a fallu du temps avant de beaucoup en parler, mais quand tu en parles, est-ce que tu as parfois des réactions très, très négatives par rapport aux migrants, encore des clichés qui ressortent, qui te font hérisser les poils? Bien sûr. C'est pas possible de penser comme ça, quoi. C'est l'une des choses qui a fait que je suis parti. Le moment où en fait tu te rends compte que si je dois utiliser une image très concrète, j'avais l'impression en fait au fur et à mesure que j'avais un feu dans la poitrine et qui était en train de calciner pas mal de choses autour. Tout ce que ça m'a demandé en fait après coup, ça a été on va dire de transformer un feu de prairie en chaudière. Mais ça a demandé du temps, ça a demandé pas mal de recul, ça a demandé pas mal d'amour aussi, de la part de mes proches et de ma compagne. Le moment où tu te rends compte qu'il y a des jugements très négatifs, qu'il y a un très mauvais niveau d'information, qu'il y a beaucoup de préjugés, qui sont parfois très compliqués à détricoter parce que c'est des préjugés qui sont entretenus même par des responsables politiques. Il y a de l'idéologie derrière. Cette expérience, là on en parle nous aujourd'hui en vidéo, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de transformer, que ce soit donner des conférences sur le sujet, témoigner d'une manière ou d'une autre, peut-être écrire un bouquin pour raconter ton expérience? C'est compliqué parce que il y a les deux en fait. Il y a, enfin voilà, ce qui a amené qu'on se rencontre, c'est aussi tout simplement que à un moment donné, ça commençait à devenir tellement lourd et justement, j'étais confronté parfois à des choses que je trouvais très déconnantes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau médiatique. Je voulais capturer en fait des fragments d'histoire que j'ai toujours essayé d'anonymiser, ou en tout cas de rendre les plus difficilement identifiables possibles, faire en sorte voilà, de raconter en fait ces problématiques à taille humaine. Primo, je considère que c'est des histoires qui ne m'appartiennent pas. Je me rappelle de cette phrase, elle m'a marquée quand tu me l'as dit. Tu m'as dit ces histoires ne m'appartiennent pas. Moi ça m'a touchée parce que je me suis dit waouh, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que enfin, ces gens ne le savent pas, mais je trouve que tu montres un grand respect en fait vis-à-vis de leur vie. Et c'est rare parce que quand on parle de migrants, on en parle comme on parle de marchandises les trois quarts du temps. Et enfin, du coup, je trouvais ça fort et je trouvais ça beau quand tu l'as dit. Du coup, je l'ai retenu. Les gens se livrent sur qui ils sont et sur leur parcours, parfois avec de grosses difficultés. Le fait de te parler ou de te raconter qui ils sont, ça ne veut pas dire derrière qu'ils acceptent que ça soit utilisé à n'importe quelle fin et à n'importe quel moyen. Je suis pas sûr par exemple que certains d'entre eux auraient envie par exemple qu'on les instrumentalise pour dire que vous voyez il y a aussi des bons migrants, quoi. Si je devais résumer pour ces histoires, en fait, ce qui est le plus terrifiant, c'est que pour la grande majorité d'entre eux, c'est juste des personnes qui auraient juste voulu qu'on leur foute la paix, en fait. Je vais pas te mentir, je suis très mesuré sur notre avenir collectif, pour ne pas dire assez pessimiste. C'est sur cette expérience que j'ai eu certaines
des expériences les plus humaines que j'ai jamais expérimentées de ma vie, que j'ai vu le plus de sens à mon boulot, paradoxalement, là où j'étais dans un cadre qui n'en avait aucun, et où en fait je me suis rendu compte que la vie en fait c'est pas si compliqué, hein. Et que, ouais, la phrase de Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. C'est vraiment l'idée. La seule question collectivement à se poser, c'est on lui permet de trouver un chemin ou est-ce qu'on bloque des choses? Le grand public mériterait d'être mieux informé sur le sujet, d'avoir un meilleur niveau d'information sur la question. Je suis encore de ceux qui croient effectivement que quand on est en République, le rôle d'un citoyen, si c'est de voter, c'est aussi de voter en conscience, et pour ça d'avoir les bonnes informations. Sauf que je ne serai pas le premier à le faire. Ces dernières années, on ne peut pas dire que le milieu de la bande dessinée, le milieu de l'audiovisuel, ça a été avare en fait de retranscription pour ce genre de choses. Si tu ne devais pas partager davantage cette histoire, en fait, peut-être simplement que tu as déjà fait ta part là-dedans et que en parler autour de toi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, sans que ça doive être auprès d'un grand public. Oui, et c'est aussi ça que je voulais te raconter, c'est que en fait, t'es pas la première à me poser cette question. Les premières fois où on me l'a posée, c'était alors que j'étais encore sur les camps. Voilà, il y avait des responsables, en l'occurrence ce jour-là, je crois que c'était des responsables du Croissant Rouge, donc tout ce qui est Croix-Rouge, mais côté Moyen-Orient, et des responsables de l'UNHCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, qui effectivement, sachant que j'étais là depuis un certain temps, m'avait clairement dit voilà, ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu, il faudra que vous en fassiez quelque chose un jour. J'avais trouvé cette remarque profondément inappropriée. Je suis désolée, je vais te dire un truc, ça me rappelle, enfin ma communauté le sait, mais ça me rappelle un truc, c'est le jour où j'ai été agressée sexuellement, on m'a dit vous devez faire quelque chose de ça, vous devez porter plainte, vous devez, et j'ai trouvé ça incroyablement inapproprié. C'est ce côté tu dois, d'un coup on met sur tes épaules, tu deviens un porte-drapeau, tu dois absolument faire quelque chose, quoi. Je trouve ça très déplacé, donc quand je te pose la question, il n'y a absolument pas de tu dois. T'inquiète pas. Je considère que on a créé cette situation collectivement de toutes pièces. Quand j'emploie le terme de situation inadmissible, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est une situation, je veux pas l'admettre parce que pour moi, c'est complètement impossible que ça puisse exister. Je veux même pas l'admettre en fait. C'est même pas humain. Et le simple fait que ça ait pu exister à un instant T, déjà, en soi, il y a quelque chose de sale derrière ça. Je t'avais fait suivre, par exemple, un canard local qui était passé sur le camp et voilà, qui comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs au fur et à mesure des mois, c'est impressionnant le nombre de personnes connues qu'on a pu avoir sur ces camps à la période où c'était médiatisé. J'ai l'impression que c'était un petit peu comme Saint-Trope oui, c'est ce que j'allais à la bonne dire, époque. C'était le lieu tendance où il fallait s'afficher et être pris en photo. Ouais, c'est ça, une sensation d'indécence. Oui, c'est ça, c'est le terme, c'est de l'indécence. Voilà. Je me pose la question de est-ce que ça participerait pas à l'indécence. Ce qu'il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que je considère que c'est inadmissible et que ça ne devrait pas exister, c'est qu'il y a déjà un cadre légal en fait qui existe autour de la problématique migratoire. D'où ça vient cette problématique? C'est que dans les années 40, après les pires heures de notre histoire, on s'est rendu compte que il y a des situations humaines qui font qu'il y a de grosses populations qui peuvent être jetées sur les routes et en fait livrées aux caprices du destin. Ça pourrait ne pas être plus mal au niveau de la Société des Nations de l'époque qui est devenue l'ONU de cadrer ça en fait, et que tout simplement il puisse y avoir une logique d'accueil. Voilà, qu'il y ait de l'humanité et que on puisse se dire que c'est pas vraiment normal qu'une famille avec des enfants se retrouve effectivement dans un scénario qui ressemble à Walking Dead. Je peux pas dire que rien n'ait été fait au fur et à mesure des années, mais que c'était clairement insuffisant. On n'a clairement pas pris la mesure au niveau de notre pays de l'ampleur de cette problématique et même de l'ampleur que ça va prendre, de tout ce que ça va impliquer. On n'a pas non plus de réflexion de fond sur le fonctionnement de notre République, sur notre manière de regarder l'autre en fait. Les personnes qui pensent différemment, qui n'ont pas la même culture, tu vois, on va penser aujourd'hui que certaines personnes sont incompatibles avec la République. Moi j'ai envie de poser la question, en même temps, est-ce qu'on a envie de se faire chier à ce qu'elles le deviennent, tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux gens de vivre de manière humaine où qu'ils aillent sur la planète? Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur cette problématique? Je crois tout simplement mettre en application des décrets qu'on a signés qui existent, introduire
les réformes au niveau légal qui permettraient que ce soit encore mieux encadré, que ça soit même plus finement encadré, mettre les moyens sur la table qui permettraient tout simplement qu'on ait plus de traducteurs en France, que voilà, les personnes issues de la migration, des jeunes ne se sentent pas perdus et se sentent moins perdus. Ça pourrait déjà être pas mal. Certaines questions qu'il faudrait qu'on se pose moins, d'autres qu'il faudrait qu'on se pose plus. Pour terminer, je voulais te demander, là maintenant, ton travail de psy pour la suite, tu l'envisages comment? Est-ce que tu envisages que là, travailler en libéral, ce soit une phase, mais que tu retournes vers des choses humanitaires ou c'est quelque chose que tu penses avoir vu et que tu n'as plus forcément les épaules pour y retourner? Moi, je suis fermé à rien. Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est de rencontrer les gens, c'est de me projeter dans des projets parfois extrêmement différents. Ce que j'ai fait à la suite de mon intervention en humanitaire en est un très bon exemple. Moi, je fonctionne beaucoup au projet. Tu vois, on est aussi dans une génération un peu charnière où la génération de nos parents avait beaucoup cette idée qu'en fait, on va garder le même couple toute notre vie, on va garder le même travail toute notre vie. Il faut qu'on ait quelque chose qui s'installe dans la longueur. Je suis d'accord là-dessus, mais paradoxalement, il peut aussi y avoir du changement et du renouveau et de l'évolution. C'est aussi ce qui m'intéresse. J'ai un boulot, je le ferai, je pense, aussi longtemps que je pourrais le faire, tant que je serai capable physiquement de le faire. Le faire de manière différente, en rencontrant des gens différents, en me réinventant le plus possible, en me bousculant, en essayant de devenir meilleur en fait. Je te dirais que ça dépendra aussi de ce que sera notre histoire collective. Je pense que chacun a sa vision de la question et sa vision de ce qu'il envisage dans sa vie. Je ne juge pas les gens par exemple qui veulent se focaliser sur leur famille, les gens qui veulent se focaliser sur leur travail. Je sais qu'un jour j'ai été un gamin adolescent qui a juste regardé le monde du travail et qui s'est dit soit je crée de l'argent que quelqu'un d'autre va gagner, soit je crée de l'argent que je vais gagner, soit j'ai d'autrui quoi. Oui, quand tu regarderas ta vieillesse, tu te dises que ce que tu as fait a été constructif, ça a servi à quelque chose. Je crois pas beaucoup par exemple à la volonté de permanence de l'être humain, que ce soit le fait de construire des trucs, le fait de faire des enfants, etc. Je considère qu'on est d'une petitesse et d'une éphémérité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, profonde, mais que en fait paradoxalement c'est en s'appropriant ça aussi qu'on peut faire les choses les plus fortes et les plus belles. Bon écoute, je voulais te dire merci. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté cette interview et je suis sûre que ma communauté pour le coup va beaucoup apprécier. Ils auront peut-être des questions à te poser. Donc ce que je leur propose c'est de laisser des petites questions éventuellement en commentaire et puis moi je te les transmettrai. Donc voilà, si jamais vous avez des questions à poser et bien sûr ça reste respectueux et que tu peux dévoiler des informations parce que tu l'as dit toi-même, il y a des choses que tu ne vas pas forcément expliquer. Donc dans ce cas-là, je te laisserai répondre aux gens, simplement. Bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la visionner que moi j'ai eu à la tourner avec Erwan. Comme on vous l'a expliqué, vous ne devez pas hésiter à laisser des petits commentaires, donc simplement pour partager votre avis ou pour poser des questions, puisque je les transmettrai à Erwan et qu'on fera en sorte de vous apporter une réponse. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce que je pense que c'est le genre d'expérience qui est riche et qui peut permettre aussi aux gens de faire évoluer leur vision des choses. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on ne communique pas assez et ici en tout cas vous avez une vidéo toute prête qui ne demande qu'à être diffusée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de nous laisser un petit like sur cette vidéo pour nous soutenir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à vous dire à très bientôt.